En France, il y a 3% qui sont liés à l'énergie et 2 qui sont liés aux autres prix. Donc à un moment donné, une fois que si les prix de l'énergie, même s'ils restaient à un niveau, il n'y a plus d'augmentation. Donc il n'y a plus d'effet sur l'inflation. On reste à un niveau élevé. Bonjour, alors je suis Frédéric Wisniewski, j'exerce une double fonction à la Banque de France. Je suis d'une part médiateur national du crédit. La médiation du crédit, c'est un dispositif créé en 2008 pour traiter les difficultés qu'une entreprise peut avoir pour accéder au financement bancaire. Et puis je suis en même temps secrétaire général adjoint de l'ACPR, qui est l'autorité en charge du contrôle des banques et des assurances. Je suis à la Banque de France depuis la sortie de mes études, donc 1984. J'ai exercé différentes fonctions à la Banque de France comme analyste financier. Ensuite, j'ai passé 3 ans en Algérie à l'ambassade. Et puis, j'ai intégré le contrôle bancaire depuis 1992, où j'ai exercé à la fois des fonctions d'études, d'activité, fonctions internationales et de contrôle individuel des banques. Alors on entre dans cette nouvelle crise, cette crise ukrainienne, en sortant d'une crise qui a été la crise sanitaire. Alors la crise sanitaire a été une crise très, très particulière parce qu'en réalité, ce n'était pas une crise des fondamentaux de notre économie. Les entreprises, fin 2019, avaient vu leur taux de marge augmenter, avaient leur structure financière qui s'était renforcée et elles bénéficiaient d'un accès au crédit relativement facile. Donc en fait, on n'avait pas de problème économique, on n'avait pas de problème financier non plus, on a des banques qui étaient en très bonne santé. Et donc la crise sanitaire a été une fermeture administrative des entreprises. Mars 2020, pour gérer la crise sanitaire, l'État décide d'arrêter l'ensemble de l'activité, de confiner les personnes et d'arrêter l'ensemble des activités. Donc ça s'est traduit par, bien évidemment, une politique qui a consisté à préserver les activités et les emplois. L'idée était très simple, on fermait administrativement les entreprises, mais on allait leur donner les moyens financiers de faire face à cette fermeture, cette absence d'activité et de rentrée de trésorerie. C'est ce qu'on a appelé le quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte, c'est à peu près 240 milliards qui ont été injectés dans l'économie. Une partie de subventions, il y a eu le financement de l'activité partielle, il y a eu le fonds de solidarité ou des mécanismes coûts fixes, et puis il y a eu de l'endettement. L'endettement avec des reports de charges fiscales et sociales, et puis un prêt garanti par l'État qui a été distribué par les banques. Donc les entreprises ont pu traverser cette crise grâce à ce soutien. Alors bien évidemment, ce soutien, il a permis d'améliorer la marge en réalité, puisqu'il y a eu une partie de subvention, mais il s'est aussi traduit par un endettement supplémentaire. Même si, globalement, quand on regarde d'un point de vue macroéconomique, en réalité, on a une dette qui a augmenté effectivement en 2021, de manière très forte, en 2020, pardon, de manière très forte, plus de 200 milliards, 220 milliards, mais en même temps, la trésorerie a augmenté. Ce qui fait qu'en net, en réalité, l'endettement n'a augmenté que de 14 milliards. En 2021, l'endettement a moins augmenté, mais on a un endettement net qui, pareil, a augmenté de 27 milliards. Globalement, sur les 2 années, c'est moins que l'augmentation de l'endettement avant crise de 50 milliards en 2019. Ça, c'est une situation globale. Derrière, il y a bien évidemment des situations individuelles qui sont différentes. Donc, il faut regarder sur les secteurs. On a le secteur de l'événementiel, tout ce qui tourne autour du tourisme qui a été le plus affecté. Mais sinon, le quoi qu'il en coûte a bien produit son effet, puisqu'on a eu une baisse du produit intérieur brut de 8% en 2020 et une reprise très forte en 2021. Donc on a des entreprises qui ont pu traverser cette crise et l'enjeu, en réalité, c'était de gérer une sortie de crise sanitaire, c'est-à-dire de passer d'une politique de soutien massif, j'allais dire indifférencié d'une certaine manière, même si, bien évidemment, il y avait des critères à chaque fois, à une politique plus ciblée, de manière à identifier celles des entreprises qui sortent de cette crise en difficulté et donc qui doivent bénéficier d'un soutien. Il y a d'ailleurs des soutiens publics qui ont été maintenus pour certains secteurs, mais sinon l'idée c'était bien de gérer le cas par cas, d'identifier les entreprises en difficulté et de leur apporter des solutions. C'est un plan d'action qui a été mis en œuvre à l'été 2021 et qui avait cet objectif, détecter ces entreprises en utilisant les différents moyens à disposition et les différents relais dans l'ensemble de l'écosystème des entreprises, orienter ces entreprises vers un point unique,
Donc il y a des conseillers, ce qu'on appelle des conseillers départementaux à la sortie de crise qui ont été créés, dont le but était de contacter les entreprises identifiées pour leur proposer, ben voilà, on pense que vous êtes susceptible d'avoir des difficultés, on va examiner avec vous les différentes solutions, et donc il y a un panel de solutions qui sont disponibles, soit de l'endettement supplémentaire, soit il y a un fonds de transition qui a été créé, possibilité d'étaler les charges fiscales et sociales, et puis pour les entreprises les plus en difficulté, une orientation vers les tribunaux où les procédures ont été simplifiées, allégées pour inciter les entreprises à aller vers ces solutions. Alors dans cette crise sanitaire, on a aussi souvent parlé d'entreprises zombies, c'est-à-dire des entreprises qui étaient en difficulté avant cette crise et qui auraient bénéficié de soutien les maintenant en activité. Alors c'est vrai, quand on regarde le niveau des défaillances, hein, on avait à peu près 50 000 entreprises qui étaient défaillantes avant la crise. En 2020 et 2021, on est à chaque fois à moins de 30 000 entreprises défaillantes. Probablement que certaines entreprises, au travers des subventions, ont pu bénéficier d'un soutien de l'État qui leur ont permis d'être maintenus. Lorsqu'il s'agit de prêts, ces prêts, j'évoquais le prêt garanti par l'État, il a été distribué par les banques. Donc les banques faisaient des analyses. Certes, il y a une garantie de l'État, elle n'est pas totale, mais elle conserve une partie du risque. Pour les très petites entreprises, 10%. Mais l'idée était bien que les banques faisaient cette analyse. Donc, normalement, et on le voit d'ailleurs quand on analyse la répartition de ces prêts garantis par l'État, en fonction de la structure des entreprises, de leur cotation pour celles que l'on cote au niveau de la Banque de France, c'est un phénomène qui est en réalité marginal, qui a pu exister, mais qui est relativement marginal. Et puis d'un autre côté, voilà, c'était aussi une manière d'essayer de favoriser un certain rebond de la part de ces entreprises. Donc globalement, je crois que le dispositif du quoi qu'il en coûte a permis de sauver, de maintenir ces activités et ces emplois. Au passage, a pu bénéficier à quelques entreprises qui auraient disparu, mais globalement, on peut estimer que le bilan est positif du soutien qui a été apporté. Alors, on sort maintenant donc de cette crise sanitaire. Enfin, on préparait, on gérait à travers le plan d'action que j'évoquais la sortie de cette crise sanitaire. Et malheureusement, avec ce conflit en Ukraine, on rentre cette fois-ci dans une crise économique. Autant, j'évoquais tout à l'heure qu'on n'avait pas de crise sur les fondamentaux de notre économie, c'était une fermeture administrative dans la crise sanitaire. Ici, on a les fondamentaux de notre économie qui sont affectés. Ils sont affectés par l'augmentation du prix de l'énergie, l'augmentation du prix des matières premières, l'augmentation du prix des produits agricoles. Donc on voit qu'on a un effet prix qui est extrêmement significatif. On a un taux d'inflation en zone euro qui dépassait au mois de mars les 7%, en France de 5%, inférieur parce qu'on a un mix énergétique qui est différent. Donc le poids de l'augmentation des prix de l'énergie pèse moins en France que dans les autres pays de la zone euro, mais néanmoins, on a une augmentation significative de l'inflation. On a également des perspectives de croissance qui sont moins fortes, bien évidemment. J'évoquais le plus 7% en 2021. On ne s'attendait pas à un taux de croissance de cet ordre-là. On était plutôt à 3,5-4% pour la France en 2022. Il est clair, et la Banque de France a produit alors non pas des prévisions, d'habitude on fait des prévisions, là on a fait des scénarios. On a fait 2 scénarios, en réalité, en fonction du prix de l'énergie. Ces scénarios, ils tiennent compte du fait, qu'il y a cet effet d'augmentation du prix. Il y a un effet sur le comportement à la fois des ménages et des entreprises, parce que lorsqu'on entre en période d'incertitude, ça rejaillit bien évidemment sur les dépenses de consommation, sur les dépenses d'investissement, et puis il y a un effet commerce extérieur également. Et donc on a une prévision, enfin des scénarios de croissance affaiblis, moins 0,5, moins 1% par rapport à la prévision initiale. On reste en croissance positive. On a un taux d'inflation qui augmente dans nos prévisions, avec cette incertitude, parce que ce sont des prévisions qu'on a publiées mi-mars, donc en fait 15 jours après le déclenchement du conflit, et donc avec de fortes incertitudes, notamment sur les impacts liés aux difficultés d'approvisionnement. Autant on avait des difficultés d'approvisionnement en sortie de la crise Covid, qui étaient liées au fait qu'il y avait une reprise mondiale dans tous les pays. Donc
des goulots d'étranglement. Là, on a des problèmes qui sont différents, c'est-à-dire que ce sont des ruptures d'approvisionnement, voire quelquefois dans certains secteurs, on entend parler de spéculation, c'est-à-dire que les gens misant sur une augmentation future des prix en profitent bien évidemment. Donc on a cette problématique d'approvisionnement qui peut avoir des conséquences sur l'activité, un ralentissement de la production, voire arrêt de la production dans certains secteurs. Et donc cet impact, en réalité, il faut voir s'il est bien pris en compte dans les prévisions, dans les scénarios économiques. Donc on réactualisera au mois de juin nos prévisions ou nos scénarios, on verra si on maintient les scénarios, mais c'est vrai qu'on est dans une dynamique de moindre croissance et de plus d'inflation. Alors on ne parle pas de stagflation, parce que la stagflation, c'est la récession et l'inflation. Là, on reste en croissance positive, donc on parle de slowflation, mais néanmoins, on est dans une perspective, et notamment pour les entreprises, qui sont sorties en relativement bonne situation de cette crise sanitaire grâce au soutien de l'État, vont devoir affronter cette situation de difficulté d'approvisionnement qui va être peut-être significative dans certains secteurs, avec notamment le secteur de l'agroalimentaire, qui cette fois-ci est touché du fait de l'augmentation des produits alimentaires qu'on n'avait pas vu dans la crise sanitaire. Donc on a un impact sur les entreprises. Ce ne seront pas forcément les mêmes entreprises qui seront impactées, même si toutes les entreprises vont être impactées par la hausse du coût de l'énergie, puisque le chauffage, bien évidemment, ça concerne toutes les entreprises, donc ça rejaillit dans les coûts. Mais on a probablement des secteurs qui sont plus dépendants finalement de l'approvisionnement énergétique ou dépendants de matières premières ou de produits alimentaires qui risquent d'être affectés dans le cadre de cette crise. Donc l'objectif, bien évidemment, cette fois-ci, ça va être de cibler en réalité les mécanismes de soutien de l'État qui vont être mis en place. Il y a la Commission européenne, dans le cadre de la crise sanitaire, avait allégé les dispositifs qui permettent aux États d'intervenir. Il y a eu ce qu'on appelle un cadre temporaire pour la Covid. De la même manière, pour la crise ukrainienne, la Commission a adopté un cadre temporaire qui permet aux États d'intervenir en soutien de l'activité économique des ménages et des entreprises. Alors, pour la France, ce soutien, il s'opère dans ce que le Premier ministre a présenté mi-mars, le plan de résilience. Ce plan de résilience, il concerne en partie les ménages. On va surtout évoquer les entreprises aujourd'hui, mais il concerne aussi les ménages avec le soutien par rapport à l'augmentation notamment des prix du carburant. Pour les entreprises, il y a plusieurs aspects. Il y a d'abord une problématique qui est importante pour beaucoup d'entreprises, qui est liée aux sanctions. Puisque face au conflit ukrainien, l'Europe a pris toute une série de sanctions, et donc il y a des entreprises, bien évidemment, qui sont directement affectées, parce qu'on leur interdit de commercer avec telle ou telle entreprise liée au conflit. Donc il est important pour ces entreprises de bien connaître ces dispositifs. Donc le ministère a mis en place sur le site je dirais des points d'entrée, de contact pour les entreprises pour bien connaître ces dispositifs. Les chambres de commerce et d'artisanat, les chambres d'industrie et les chambres des métiers de l'artisanat ont également été sollicitées pour être points d'entrée pour les entreprises. Donc il ne faut pas hésiter à aller sur ces sites-là de manière à voir l'ensemble des informations qui sont liées à ces dispositifs de sanctions qui sont souvent complexes. Il y a un deuxième axe qui est un axe de soutien, de subvention. Dans la crise Covid, il y avait eu le fonds de solidarité, mécanisme coût fixe, le financement de l'activité partielle. Ces mécanismes vont être réactivés, alors sous une forme différente. Là, il s'agit en réalité de soutenir principalement les entreprises qui vont être affectées par la hausse des coûts de l'énergie. Donc il y a des critères qui ont été définis par la Commission européenne dans le cadre de son cadre temporaire, qui doivent être encore précisés dans les décrets arrêtés en France. Mais l'idée, c'est de dire une entreprise qui a plus de 3% de dépenses énergétiques dans ses coûts, qui a subi une augmentation significative et qui risque d'être en perte, va bénéficier d'une prise en charge partielle de cette augmentation des coûts de l'énergie. Et puis un troisième axe qui sont la mise en place de crédits de trésorerie,
puisque bien évidemment, au travers de cette crise, on n'est pas dans la fermeture administrative, donc apporter de la trésorerie par rapport à des entreprises qui sont fermées, mais on est des entreprises qui vont subir dans toute la chaîne de distribution des augmentations de prix, et donc qui vont devoir constituer des stocks qui vont être d'une valeur plus importante. Et donc il y a un besoin de financement plus important qui va potentiellement exister. Et donc pour accompagner ce besoin, l'État a prolongé le prêt garanti par l'État. On va créer en réalité un nouveau prêt garanti par l'État, qu'on appelle prêt garanti PGE Résilience, qui doit permettre de couvrir les besoins de trésorerie des entreprises, qui présentent les mêmes caractéristiques que le prêt garanti par l'État qui a été mis en place dans le cadre de la Covid, qui est un produit très avantageux pour les entreprises, parce qu'en réalité, c'est un crédit à 1 an, et au bout d'1 an, l'entreprise choisit. Soit elle rembourse son crédit, soit elle demande à bénéficier d'un crédit qui peut être jusqu'à 5 ans. Et donc l'entreprise a la capacité, en fonction de sa situation, de choisir. C'est ce qui s'est passé dans le cadre de la crise de la Covid, et donc c'est la raison pour laquelle ce dispositif a été réactivé, pour l'instant jusqu'au 30 juin, parce qu'il faut une loi de finances pour prolonger la garantie de l'État, qui avait été maintenue jusqu'au 30 juin. Donc il faut une loi de finances qui permettra de la prolonger, mais l'idée c'est bien d'avoir, si besoin, bien évidemment ça dépendra de l'évolution de la situation, mais un dispositif qui ira jusqu'au 31 décembre 2022, qui est le dispositif tel qu'il a été accepté aujourd'hui par la Commission européenne. Donc on est vraiment dans un triptyque important pour les entreprises. Vérifier toutes les conséquences des mesures de sanctions dès lors que ces entreprises avaient une activité vis-à-vis de la Russie. 2, des dispositifs d'aide par rapport à l'augmentation du coût de l'énergie qui vont être rapidement précisés par le gouvernement, et des dispositifs de prêt qui existaient. Il y a ce PGE Résilience, il y a également un prêt croissance industrie de la BPI, et puis il y a des dispositifs de prêts bonifiés, d'avances remboursables qui avaient été mis en place, qui sont également toujours disponibles pour les entreprises. Donc l'idée est bien, on n'est pas dans un quoi qu'il en coûte identique à la crise sanitaire, parce que l'étendue finalement de cette crise, aujourd'hui, en tous les cas, on ne l'estime pas aussi élevée. J'évoquais les prévisions de croissance, moins 8% au moment de la crise sanitaire liée à l'arrêt de l'activité. Là, on prévoit 0,5, 1 point de moins de croissance prévue, mais on reste avec une croissance autour de entre 2 et 3% aujourd'hui dans les scénarios. Et donc l'impact, bien évidemment, est aujourd'hui beaucoup moins significatif et beaucoup moins large que l'impact qu'on a pu connaître avec la crise sanitaire. Alors, il y a l'impact sur la croissance, donc une moindre croissance. L'impact sur l'inflation, on le voit qu'il est plus significatif. Là, c'est en partie l'inconnu. J'évoquais un taux d'inflation de plus de 7% en zone euro. On a des pays type Allemagne, Espagne qui approchent les chiffres l'inflation à 2 chiffres. On n'est pas à ce niveau-là en France, comme je l'indiquais, du fait du mix énergétique qui est différent. Donc l'impact dans les 5% en France, il y a 3% qui sont liés à l'énergie et 2 qui sont liés aux autres prix. Donc à un moment donné, une fois que si les prix de l'énergie, même s'ils restaient à un niveau, il n'y a plus d'augmentation. Donc il n'y a plus d'effet sur l'inflation. On reste à un niveau élevé. Après, l'inconnu, c'est le mécanisme en chaîne. Comment les entreprises vont répercuter ou non la hausse des prix jusqu'au consommateur final. Donc il y a un effet sur les marges. Les marges des entreprises étaient en relativement bonne situation en sortie de crise sanitaire grâce aux subventions qui avaient été versées. Mais on voit qu'en fin d'année 2021, les niveaux de marge étaient revenus au niveau d'avant-crise. Là, bien évidemment, l'augmentation des prix va avoir un effet sur les marges, très vraisemblablement. Ou si les entreprises cherchent à préserver les marges, je veux dire, elles répercutent. Et donc au final, voilà. Et après, il y a l'inconnu, comment les salaires vont s'ajuster. Donc est-ce qu'on est dans une situation où l'inflation va s'auto-entretenir, hein, ou est-ce que, ce qui est la prévision telle qu'on l'a formulée, on va revenir
à un niveau d'inflation, et la Banque centrale européenne a notamment annoncé qu'elle conservait son objectif d'inflation de 2%, et donc mettra en œuvre les outils qui doivent permettre d'arriver à ce taux d'inflation de 2%. Autant en sortie de crise sanitaire, on voyait ce retour, je dirais fin 2022, 2023 à 2%. Là, bien évidemment, on a un décalage avec cet inconnu, et c'est pour ça que j'évoquais les scénarios de la Banque de France. Il y a encore beaucoup d'inconnus. La durée de la crise, les impacts liés aux sanctions. On voit que la Russie a annoncé, enfin l'entreprise qui distribue le gaz a annoncé l'arrêt de vente de gaz à certains pays, notamment la Pologne. Donc on voit qu'il y a des effets qui peuvent à nouveau se produire, et une durée du conflit que personne ne connaît, et sanctions contre sanctions, enfin, qui crée beaucoup de facteurs d'inconnus. Donc là, c'est la raison pour laquelle on est dans une logique de scénario plus que de prévision, et avec beaucoup d'incertitudes en réalité dans ces scénarios, et ce qui est vrai pour l'ensemble des institutions internationales aussi, qui essayent de voir quelles peuvent être les conséquences du conflit. Mais on n'est pas, aujourd'hui en tous les cas, dans des estimations de récession. On est dans une logique d'inflation plus forte, mais on n'est pas dans une logique de récession. Alors dans toute cette crise, beaucoup de dispositifs ont été activés. J'ai évoqué le quoi qu'il en coûte. Il y a aussi un dispositif important, qui est celui que je gère au niveau de la Banque de France, qui est la médiation du crédit. La médiation du crédit, ça a été créé en 2008, avec la crise financière, la grande crise financière, avec une idée très simple. Les banques avaient des difficultés à se refinancer, parce qu'il y avait un problème de confiance lié à la crise des subprimes. Et donc, il y avait l'idée, dès lors que les banques ont des difficultés à se financer, elles vont avoir des difficultés à financer les entreprises. Et donc, par rapport à ça, il a été décidé de créer un dispositif de médiation du crédit, qui n'est pas un dispositif en droit dur, c'est du droit souple, c'est un accord de place, en fait, qui le définit entre le ministère de l'économie, la Banque de France et la Fédération bancaire française, et l'association des sociétés financières, qui vise à dire, si une entreprise a un problème d'accès au financement, elle peut se tourner vers un dispositif qui est la médiation du crédit, et qui va essayer de trouver une solution. C'est une médiation. Il n'y a pas de droit au crédit en France. Les banques sont libres de choisir leurs clients. Elles ont intérêt, bien évidemment, à avoir des clients, sinon elles ne vivraient pas. Mais il n'y a pas de droit au crédit. Donc c'est un dispositif qui permet de rapprocher les points de vue, et qui présente le grand avantage, au travers de la Banque de France, d'être présent dans tous les territoires, puisque la Banque de France a des succursales dans l'ensemble des départements. C'est un dispositif qui s'applique en métropole, mais qui s'applique aussi en Outre-mer, au travers de nos agences en Outre-mer. Et donc, on a des spécialistes d'analyse financière qui connaissent le tissu économique, qui connaissent les banques qui financent, et donc qui sont à même de mener cette discussion. Donc, c'est un dispositif qui avait prouvé son efficacité lors de la crise de 2008, donc qui avait été maintenu au travers de cet accord de place, qui n'était que pour une durée de 2 ans, et qui a été prorogé de manière systématique, et la dernière prolongation a été maintenant de 4 ans. Et donc, au moment de la crise sanitaire, avec cette distribution des prêts garantis par l'État qui ont été distribués par les banques s'étaient engagées à les distribuer très largement, mais étaient libres de refuser aussi. Et donc, il y a eu un nombre de refus assez faible, puisqu'il y a eu à peu près 700 000 entreprises qui ont bénéficié de prêts garantis par l'État, plus de 145 milliards. Il y a eu un peu moins de 3% de refus. 3%, ça fait 20 000 entreprises, ça fait beaucoup, mais ces entreprises avaient justement la possibilité de se tourner vers la médiation du crédit. Il y a à peu près 2/3 des entreprises qui sont venues. Alors, celles qui ne sont pas venues, soit elles étaient en tellement mauvaise situation qu'elles n'avaient pas d'espoir, ou malheureusement elles ne connaissaient pas le dispositif, mais 2/3 sont venus, et dans la moitié des cas, en fait, on a trouvé un accord entre la demande de l'entreprise et ce que la banque était prête à faire, et donc ces entreprises ont obtenu des prêts garantis par l'État. Avec la conséquence de la crise ukrainienne, il va y avoir des besoins de trésorerie. Les entreprises ont aussi besoin de continuer à investir. Et donc là, ce dispositif est toujours disponible. Donc ça, c'est pour la partie bancaire. On est également compétent au niveau de la médiation du crédit pour l'assurance crédit. Alors ça, c'est un dispositif qui est moins
répandu que le financement bancaire, hein, c'est beaucoup plus concentré comme activité en matière de financement, mais les assureurs crédits, en réalité, ils sont dans une situation où ils mutualisent, c'est un assureur, donc ils mutualisent des risques. Et donc dans des phénomènes type crise sanitaire où l'ensemble des risques se détériorent en même temps, ils ont peu de possibilités d'action. Soit ils augmentent la facturation, ce qu'on appelle leur prime, bon, c'est difficile, soit ils réduisent leur exposition. Et donc s'ils réduisent leur exposition, de la même façon qu'une entreprise qui fait face à une réduction d'un financement bancaire ou un refus de financement bancaire, si une entreprise voit sa garantie réduite de la part d'un assureur crédit, elle a la possibilité de saisir la médiation. C'est ce qui s'est passé dans le cadre de la crise sanitaire. Alors, il y a eu des dispositifs d'État qui ont été mis en place, hein, également pour l'assurance crédit. J'évoquais le PGE du côté bancaire. Du côté de l'assurance crédit, il y a eu des mécanismes qu'on appelle les dispositifs CAP, CAP, CAP+, CAP Export. Dispositif CAP Export qui est d'ailleurs maintenu dans le cadre de la crise ukrainienne. Donc là encore, avec la crise ukrainienne, il est possible, il y a bien évidemment l'Ukraine et la Russie qui sont directement affectés et avec donc des réductions, voire des suppressions de garanties, mais on a des secteurs économiques qui, du fait des conséquences liées aux problèmes d'approvisionnement, liées aux problèmes d'inflation, etc., vont être affectés. Et donc potentiellement, des risques que l'on voit les assureurs crédits réduire leur niveau d'engagement. Et donc les entreprises qui seront affectées peuvent saisir la médiation du crédit. Ça se fait de manière très simple. On a un site en ligne, donc les entreprises saisissent en ligne leur demande et elle est orientée vers la succursale du siège social de l'entreprise. Et donc ensuite, le dossier est pris en charge, les banquiers ou les assureurs crédits sont contactés et la discussion s'engage pour trouver une solution. Comme j'ai dit, il n'y a pas de droit au crédit, donc il s'agit de trouver une solution, de rapprocher le point de vue, la demande de l'entreprise, ce que la banque ou l'assureur crédit est prêt à faire. Alors à côté de la difficulté éventuelle de financement, dans le cadre de la crise sanitaire, mais également maintenant dans le cadre de cette crise ukrainienne, il y a un autre problème qui a été identifié, qui est un problème de délai de paiement, de retard de paiement. On a traditionnellement en France, il y a des lois qui ont été mises en place, il y a des contrôles, mais on reste avec des retards de paiement. On est rentré au début de la crise sanitaire avec à peu près des retards de paiement de 11 jours. Il faut voir que derrière cette notion de 11 jours, ça veut dire, et c'est souvent le fait de grandes entreprises, ça veut dire qu'il y a à peu près 19 milliards de trésorerie qui manquent à des plus petites entreprises du fait des retards de paiement des plus grands. Donc c'était un sujet d'attention. Au début de la crise sanitaire, ces problèmes de retard de paiement. Et donc le gouverneur de la Banque de France et le ministre, très tôt, dès la fin du mois de mars, ont décidé de mettre en place un comité de crise sur les délais de paiement que je co-anime en tant que médiateur du crédit avec le médiateur des entreprises. Médiateur du crédit, je m'occupe des problèmes entre une banque et une entreprise. Le médiateur des entreprises gère les questions entre entreprises, donc notamment de retard de paiement. Mais la trésorerie étant unique, il était important de mobiliser l'ensemble des forces. Donc on a mis en place ce comité qui avait le grand avantage de réunir l'ensemble des organisations interprofessionnelles des entreprises. La FEP, le MEDEF, la CPME, l'UDP, les chambres consulaires, et donc de représenter, lorsqu'on intervenait, l'ensemble du monde des entreprises. Et donc l'objectif, il était très simple, c'était de faire en sorte qu'on n'ait pas de situation qui aggrave les choses. Les grandes entreprises ont plus de moyens que les plus petites. Et donc il était important, dans le cadre de cette crise sanitaire, que les grandes entreprises soient solidaires d'une certaine manière, et donc respectent leurs délais de paiement, voire les accélèrent, de manière à ne pas peser sur l'ensemble de leurs sous-traitants, de leurs fournisseurs. Et donc ce comité, il a produit ses effets. On a eu une augmentation des retards de paiement. On était à 11 jours, on est monté à 14 en moyenne. On est redescendu en fin d'année 2021 à 12 jours de retard. Il n'y a pas que le comité qui a agi, mais le comité, il a agi sur une quarantaine d'entreprises qui ont été contactées, qui avaient été identifiées comme aggravant la situation et qui sont revenues dans le droit chemin. Le ministre avait aussi menacé de ce qu'on appelle le name and shame, donc ça a joué. On a aussi valorisé, ce qui était important dans ce dispositif, valoriser les entreprises vertueuses, c'est-à-dire celles qui annonçaient publiquement
qu'elles allaient favoriser la situation. Donc c'est un comité qui a bien fonctionné, et donc en début d'année, compte tenu des difficultés d'approvisionnement qui existaient du fait de cette reprise économique dans l'ensemble des pays, on avait décidé d'élargir en réalité le champ de ce comité pour qu'il continue à traiter les questions de retard de paiement, mais traite aussi les questions d'approvisionnement. Malheureusement, la crise ukrainienne donne encore plus de justification à ce comité. Alors aujourd'hui, on n'a pas à ce stade, je dirais, de comportement aggravant, hein. Le comité, il n'a pas pour objectif de régler les problèmes d'approvisionnement. Malheureusement, on n'a pas de stock de matières premières, de produits agricoles, etc. L'objectif, c'est d'éviter qu'on ait des entreprises qui, par leur comportement, aggravent la situation. Si une entreprise ne peut pas livrer parce qu'elle n'a pas d'approvisionnement, pourquoi aller lui imposer des pénalités de retard? Certes, c'est prévu au contrat. Donc l'idée, c'est d'avoir de la solidarité, du dialogue. Et donc c'est ça que l'on incite au travers de ce comité, avec, entre guillemets, la menace finalement que si on identifie une entreprise qui n'est pas solidaire, bah, le comité va intervenir au nom de l'ensemble du monde des entreprises, de manière à faire rentrer cette entreprise dans un comportement plus solidaire. Ça a fonctionné sur les retards de paiement dans la crise sanitaire. On estime que ça va fonctionner pour la gestion dans le cadre de la crise ukrainienne. En conclusion, je crois qu'on peut souligner finalement qu'au travers de la crise sanitaire et d'une certaine manière, dans la manière dont on va gérer la crise ukrainienne, l'intervention de l'État a pris une place importante. Alors je parle de l'État, je pourrais aussi parler des banques centrales, puisqu'en réalité, il y a eu aussi des soutiens massifs de la part de la Banque centrale. Hein. Lors de la crise sanitaire, il y a eu des décisions de mise en place de programmes d'apport de liquidités extrêmement importants pour assurer la fluidité. Mais une des caractéristiques importantes de la crise sanitaire, et ce qu'on retrouve finalement dans la crise ukrainienne, c'est l'intervention de l'État. L'État, au travers du quoi qu'il en coûte, en réalité, il a pris en charge une grande partie du coût. Il y a un coût pour les entreprises à l'arrivée, hein. Il y a plus d'endettement, il y a des entreprises qui seront plus en difficulté, mais c'est bien l'État qui a pris en charge ce coût, avec cet objectif que je mentionnais, qui est différent de ce qu'on a pu connaître dans des crises précédentes, notamment la crise de 2008, de préserver les activités et les emplois. Le pari était de dire, bah, finalement, on est dans une crise qui n'affecte pas les fondamentaux de l'économie, enfin qui n'est pas lié aux fondamentaux de l'économie. Donc il s'agit pour l'État de prendre en charge ce risque. Alors ça a un coût. Ce coût, c'est l'augmentation de l'endettement public. Bien évidemment, la dette de l'État a augmenté, et donc maintenant, alors qu'elle était déjà élevée, hein, on était à 100%, on est à 116 ou 120% d'endettement de l'État. La difficulté maintenant, bah, ça va être de gérer, bien évidemment, cette réduction de l'endettement supplémentaire, avec un facteur complémentaire qui est le fait que l'État il s'endettait à des taux très, très faibles. Les perspectives sont plutôt, aujourd'hui, du fait de l'augmentation de l'inflation, vers une augmentation des taux. Donc ce qui coûtait très peu à l'État risque, à l'avenir, de lui coûter un petit peu plus cher. Parce que la dette, il faut réemprunter pour rembourser. Et donc il y a un enjeu très fort qui va se poser pour les États, en France, mais dans l'ensemble des pays, puisque tous les pays, en réalité, ont soutenu leur économie, avec des mécanismes plus ou moins différents. Mais enfin, en Europe, ils étaient encadrés par un dispositif de la Commission européenne. Le partage entre subventions et prêts a pu être différent. Mais enfin, globalement, on a bien eu une augmentation de l'endettement de l'État, une prise en charge par l'État. Et on voit que dans le cadre de la crise ukrainienne, on a un petit peu le même mécanisme. Il y a le bouclier tarifaire face à l'augmentation du prix de l'énergie qui a été mis en place par le gouvernement. On a des mécanismes de soutien qui vont être mis en place. Donc là encore, c'est l'État qui va prendre en charge une partie du coût, a priori moins élevé aujourd'hui pour la crise ukrainienne que pour la crise sanitaire, mais néanmoins une perspective d'augmentation finalement de la dette publique qui reste élevée et donc qui va être un enjeu important pour les années à venir.